Papa m'a mis dehors le soir de Noël et j'ai ruiné leur vie. Bonjour à tous. Profitez de ces moments de détente pendant que vous regardez. Maman, je suis à la maison. David a crié avec enthousiasme. J'ai acheté des cadeaux pour tout le monde. Devine ce que je t'ai acheté? Hélène ne s'est pas retournée. Sa main s'arrêta un instant avant de continuer à remuer le poulet, comme si elle ne l'avait pas entendu. David se figea un instant mais garda le sourire aux lèvres. Il se dirigea vers Michael et lui tendit une petite boîte attachée avec un ruban bleu. Je sais que vous aimez les montres mécaniques, alors j'ai économisé sur mon travail à temps partiel ces dernières semaines pour acheter ça. Ce n'est pas cher, a déclaré David. Mais Michael l'interrompit, tu ne fais plus partie de cette famille. Pourquoi offrirais-tu des cadeaux? David restait là, stupéfait. Le sourire disparut de son visage. Il regarda Michael, confus. Michael, qu'est-ce que tu dis? Demanda David, sa voix s'adoucissant. Michael se leva et posa fermement son verre de vin sur la table. Il marcha lentement vers David, sa voix aussi froide que la neige dehors. J'ai déjà parlé à ta mère. Tu as 17 ans. Tu devrais contribuer financièrement à cette maison. Je t'ai soutenu assez longtemps. Il est temps que tu prennes la responsabilité de ta propre vie. David recula d'un pas en secouant la tête. Mais je suis toujours à l'école. Je travaille à temps partiel et j'ai déjà aidé à payer quelques petites dépenses. Michael laissa échapper un rire moqueur. Tu penses que ces quelques misérables dollars comptent? Qui paie l'électricité, l'eau, la nourriture? Moi. Je ne suis pas ton père, David. Je ne suis pas responsable d'élever un beau-fils paresseux et inutile comme toi. Inutile? La voix de David se brisa. Je me lève à 5 heures du matin pour livrer les journaux. Le soir, je travaille à la sandwicherie. Je vais toujours à l'école, je rends tous mes devoirs à temps. Je fais tout ça pour que maman n'ait pas à s'inquiéter davantage. Hélène resta immobile. David se tourna vers elle, les yeux remplis de larmes. Maman, dis quelque chose. Tu sais à quel point j'ai essayé. Pourquoi tu te tais? Elle s'est finalement retournée. La froideur dans ses yeux lui faisait plus mal que le temps glacial dehors. Je ne veux pas discuter la veille de Noël. Si vous n'arrivez plus à vivre ici, alors partez. Michael vous soutient depuis plus de 6 ans déjà. La voix de David tremblait. Alors, c'est tout ce que je suis pour toi? Un fardeau, une nuisance? Mon fils est mort quand ton père est mort, dit Hélène, chaque mot comme un couteau dans sa poitrine. Maintenant, je veux juste la paix. Michael sourit narquoisement. Eh bien, tu vas faire tes valises ou quoi? David resta figé, le cœur serré. C'était comme si le sol s'était effondré sous lui, l'entraînant dans un gouffre sans fond. Il regarda la table à manger, dressée pour 3 personnes, désormais clairement destinée à seulement 2. Le cadeau qu'il avait apporté n'était toujours pas ouvert, le ruban intact. Je n'ai nulle part où aller, murmura David. Ce n'est pas mon problème, dit catégoriquement Michael. Hélène s'écarta, évitant le regard de son fils. David se mordit la lèvre, essayant de ne pas pleurer. Il se détourna et se dirigea vers sa petite chambre. Quelques minutes plus tard, il est ressorti avec un sac à dos avec quelques vieux vêtements, une écharpe usée et le coffret cadeau qu'il n'a jamais pu offrir. Il se tenait sur le seuil, se retournant une dernière fois. Joyeux Noël. Personne n'a répondu. David ferma la porte derrière lui. La neige tombait toujours abondamment, recouvrant les trottoirs, les toits et le cœur brisé d'un garçon tout juste rejeté par sa propre mère. Il se dirigea péniblement vers le parc voisin. Le vent froid lui a lacéré le visage. La neige collait à ses cils. Les couples se tenaient la main. Les familles se sont rassemblées pour prendre des photos près du grand sapin de Noël. David s'assit sur un banc de pierre gelée et posa son sac à dos à côté de lui. Il ouvrit le cadeau qu'il avait destiné à sa mère, une écharpe lavande tricotée à la main. J'ai commencé à tricoter ça en octobre, murmura David en enfouissant son visage dans l'écharpe. Je suppose qu'elle n'en a plus besoin. Un petit garçon est apparu, tenant la main de son jeune père alors qu'il sortait d'une église voisine. Papa, pourquoi ce garçon est-il assis seul? N'a-t-il pas de maison? L'homme jeta un coup d'œil à David, puis détourna le regard. Ne t'implique pas, Andrew. David a entendu chaque mot mais n'a pas réagi.
Il rapprocha simplement son sac à dos et s'enroula plus étroitement dans l'écharpe. La nuit est devenue plus froide et moins de gens sont restés dans les rues. La neige s'épaississait, recouvrant ses cheveux noirs, ses épaules et le coffret cadeau désormais trempé. Des rires résonnaient au loin. 2 jeunes adultes jouaient dans la neige avec du café chaud à la main. L'une d'elles, une fille aux cheveux bouclés au burn, se tourna vers David. « Et, ça va là-bas » a-t-elle appelé. David leva les yeux rouges. Il hocha la tête, même si son corps tremblait. « Oh mon Dieu, tu as besoin d'aide ou quelque chose comme ça. »« Je m'appelle Paula et voici Rick, » dit-elle en se rapprochant, l'inquiétude dans les yeux. Lewis hésita. « Paula, il est tard. Ne t'implique pas avec des cinglés. » David baissa simplement les yeux, serrant l'écharpe. Paula resta immobile pendant une seconde, puis suivit Lewis. « Je voulais juste faire quelque chose de bien pour Noël, » dit-elle doucement, sa voix s'éteignant. Le silence revint. David y resta jusqu'à ce que la cloche de l'église sonne minuit. Noël était arrivé, mais pour lui, ce n'était que le début d'un hiver sans fin. À partir de cette veille de Noël, David est devenu une ombre errante au cœur de New York. Il quitta le parc tandis que les lumières festives diminuaient, ne laissant que des arbres froids et des empreintes de pas dans la neige fondante. Ses baskets usées empêchaient à peine l'eau froide de s'infiltrer dans ses pieds. David marchait sans but ni direction jusqu'à ce qu'il atteigne une petite gare de Grand Central, où les sans-abri se rassemblaient souvent la nuit pour échapper au froid. « Cet endroit est plein, gamin » cria une voix. C'était un homme d'une 50aine d'années, les cheveux gris, enveloppé dans un trench coat usé. « J'ai juste besoin d'un petit coin. »« Je ne dérangerai personne, » dit doucement David. L'homme le regarda un instant, puis haussa les épaules. « Je m'appelle Raymond. Vous pouvez vous asseoir à côté de moi. N'essayez pas de prendre ma couverture. » David s'assit sur le carrelage froid, le dos contre un pilier, serrant fermement son sac à dos. Raymond partagea un peu de pain rassis sorti de sa poche. Il mâchait en silence. « Qu'est-ce qui t'amène ici » demanda Raymond. « Je me suis enfui de chez moi. »« Non, j'ai été expulsé » a répondu David, les yeux vides. Raymond rit, mais pas de joie. « La même chose m'est arrivée. Ma femme est partie et a emmené notre fille après que j'ai perdu mon emploi. À partir de là, tout s'est détérioré. » David ne dit rien, se contentant de regarder ses mains, où des taches rouges dues au froid commençaient à apparaître. Toute la nuit, il s'est assoupi au son des sifflets des trains, de la toux et des ronflements des vies dispersées. Le lendemain matin, avant le lever du soleil, il fut réveillé par des cris. « Lève-toi. Tu n'as pas le droit de dormir ici. » 2 policiers sont apparus, frappant le sol avec leurs matraques. Raymond attrapa le bras de David. « Allons-y avant qu'il ne vous entraîne à la gare. » Les sans-abri se sont lentement levés, rassemblant des couvertures déchirées, des sacs en plastique et le peu qu'ils avaient. David et Raymond se dirigèrent vers Central Park. Il faisait encore sombre, la neige recouvrait les sentiers. « Tu as quelqu'un avec qui rester » demanda Raymond. David secoua la tête. Il ne reste plus personne. Ils se reposèrent sous l'auvent d'une librairie. Au bout d'un moment, Raymond remit à David une adresse manuscrite. « Il y a un endroit qui distribue du porridge gratuit vers midi. C'est sur Brooklyn Avenue, mais tu dois y aller tôt sinon il n'y en aura plus. » David le remercia et partit. Son estomac gargouillait constamment. Il fouilla dans son sac à dos. Il ne restait que quelques biscuits humides et pâteux. Il mangeait lentement de petits morceaux, essayant de mâcher le plus longtemps possible. Toute la journée, David a marché rue après rue. Il s'arrêtait dans chaque magasin, dans chaque petit restaurant, pour demander n'importe quel travail, faire la vaisselle, nettoyer les tables. Mais chaque fois que les gens voyaient son apparence dépenaillée, il secouait la tête. « Nous n'embauchons pas de mineurs. Nous avons suffisamment de personnel. Continuez. »« Désolé, je ne veux pas d'ennui. » David n'a pas abandonné. Il a marché jusqu'à Brooklyn Heights, puis a traversé Bushwick. Lorsque David atteignit finalement le restaurant de porridge dont Raymond lui avait parlé, la file d'attente s'étendait sur tout le pâté de maison. Il se tenait dans le froid mordant, le nez rouge, les membres tremblants. Après plus d'1 heure, il reçut finalement un bol de porridge liquide et un petit morceau de pain. Une femme blonde portant une croix autour du cou se pencha pour le regarder. « Fils, quel est ton nom » elle a demandé. « David. »« Quel âge as-tu »
17. Elle resta silencieuse un instant, puis parla doucement. Je m'appelle Teresa. Si vous n'avez nulle part où dormir, vous pouvez passer ce soir à l'église Sainte-Marie. Il y a une petite chambre pour les jeunes. Les yeux de David s'illuminèrent lorsqu'il la remercia, mais cet espoir fut bientôt anéanti. Plus tard dans la soirée, Teresa l'a rencontré à la porte de l'église et a secoué la tête en s'excusant. Je suis vraiment désolé. Un groupe de toxicomanes est arrivé plus tôt. Je ne peux pas te laisser rester. C'est trop dangereux. David hocha la tête en silence. Il a compris. Il retourna au parc et s'assit sous l'auvent d'un café fermé. Le ciel commença à s'endormir. Il n'avait ni couverture, ni matelas, seulement l'écharpe lavande qu'il avait tricotée autrefois pour sa mère. Un groupe d'adolescents, 3 garçons et une fille, est passé par là en riant bruyamment. L'un d'eux s'est arrêté et a regardé David. Et les gars, regardez ça. Quelqu'un vit comme un rat d'égout. Il s'est approché et a donné un coup de pied dans le sac à dos de David. Qu'est-ce que tu caches ici? Tu as de l'argent? David se leva d'un bond et s'accrocha à son sac. Ne s'il te plaît. Un coup de poing lui atterrit carrément sur la joue. David est tombé sur le béton mouillé. Arrête de le frapper, Ethan, a crié la fille du groupe. Je ne fais que déconner, Madison. Regarde son visage, comme celui d'un chiot affamé. Ils sont partis après avoir volé le foulard lavande, la seule chose que David avait laissée à son ancienne famille. Il gisait recroquevillé, le sang coulait de sa bouche, les yeux remplis de larmes mais trop épuisés pour pleurer. Le lendemain matin, David s'est traîné, le corps douloureux. Il s'est arrêté dans une pharmacie pour demander un pansement, mais il a été repoussé. Nous ne sommes pas une clinique gratuite, a lancé un employé. David est entré dans le supermarché et, trouvant un coin isolé, a essayé de voler une vieille miche de pain, mais l'agent de sécurité l'a rattrapé. Remettez-le et foutez le camp d'ici. David jeta le pain par terre et s'enfuit par la porte, comme s'il fuyait le monde entier. Il pleuvait encore. De gros flocons de neige tombaient sur ses cheveux et sur son manteau. Il s'affala sur une marche, face à une fenêtre éclairée. À l'intérieur, une famille dînait. La mère versait de la soupe tandis que l'enfant tenait la main du père en riant. David détourna le visage, les yeux brûlants. Les paroles d'Hélène résonnaient dans son esprit. Mon fils est mort en même temps que ton père. Il enfouit sa tête dans ses genoux, frissonnant. David. Il leva les yeux. C'était Raymond, l'homme de la gare l'autre soir. Il lui tendit un sandwich encore enveloppé dans du papier ciré. Je t'ai vu errer toute la journée. Tiens, prends ça. David prit le sandwich, les mains tremblantes. Merci. As-tu un endroit où dormir? David secoua la tête. Raymond réfléchit un instant. Il y a un parking abandonné près de l'ancienne gare. Pas vraiment sûr, mais au moins c'est sec. David le suivit. Ils arrivèrent dans un terrain délabré avec un portail en fer rouillé. À l'intérieur, il faisait noir et sentait l'humidité et la moisissure. Quelques cartons servaient de lit de fortune, avec de vieux bouts de couverture entassés dans un coin. Pas vraiment luxueux, dit Raymond avec un sourire las, mais c'est mieux que de geler dehors. David s'allongea et serra fermement son sac à dos contre sa poitrine. Raymond s'installa plus loin et commença bientôt à ronfler doucement. David n'arrivait pas à dormir du tout. La vieille maison, le dîner de Noël, les yeux de sa mère, tout cela revenait sans cesse dans son esprit comme un rêve flou trempé de chagrin. Puis il se demanda. Ne suis-je pas digne d'amour? Ou est-ce simplement parce que je suis un beau-fils et que c'est le destin dans lequel je suis né? La seule réponse fut le bruit du vent hurlant à travers les interstices métalliques rouillés au-dessus au froid comme le sort qui pesait sur ses épaules. 3 semaines plus tard, New York restait extrêmement froide. David se leva tôt, plia le carton humide et le remit soigneusement dans un coin. Raymond dormait toujours, la respiration lourde à cause d'un rhume persistant. David a tiré la couverture sur lui, puis est sorti tranquillement. Il avait entendu dire qu'un petit restaurant de Lexington Avenue recherchait un aide cuisinier. Le jardin d'égout mesurait à peine 30 mètres carrés, avec 4 petites tables en bois et une cuisine fermée à l'arrière. La propriétaire, Rose, était une femme âgée à l'air sévère, au mouvement précis et pragmatique. Tu sais comment hacher des oignons? Elle a demandé quand David est venu demander du travail. Oui, madame. Je peux trancher des carottes, faire la vaisselle, nettoyer la cuisine.
Je peux tout faire. Vous avez des papiers? David baissa la tête. Je n'ai pas de pièce d'identité, mais je veux vraiment travailler. Je ne causerai aucun problème. Rose le regarda longuement, puis soupira. Essai d'une semaine. Faites bien et restez. Paiement à la fin de la semaine. De l'argent sous la table. Aucun dossier. Oui. Merci. David s'inclina, ses yeux s'illuminèrent pour la première fois depuis des jours. Dès lors, il travaille sans relâche. De 9h à 22h, David prenait à peine une pause, épluchant les pommes de terre, lavant la vaisselle, récurant la cuisinière, vidant les poubelles. Même si ses mains étaient égratignées et que le froid engourdissait ses doigts, il ne s'est jamais plaint. Rose le remarqua. Un soir de fin de semaine, alors qu'elle vérifiait les livres, Rose l'appela dans le débarras. « Viens ici. Aide-moi à parcourir d'anciennes factures de fourniture. » David a ouvert des dossiers et les a triés par date. Ses doigts effleuraient les chiffres, les notes et les tampons avec rapidité et familiarité. « Vous êtes doué en comptabilité, » remarqua Rose, en plaisantant à moitié. « Pourquoi ne pas trouver un travail de bureau ?» David eut un léger sourire. « J'aidais mon père biologique à gérer les livres de sa petite entreprise, mais il est décédé. » Il se tourna vers un autre dossier et s'arrêta brusquement. Ses yeux se plissèrent de concentration. Sur une fine feuille de papier jauni, une ligne délavée disait « Copropriété. Hélène V. Walker et Charles J. Morgan, enregistré le 23 mai 2005. » Ce nom Charles J. Morgan, le père biologique de David. Il feuilleta rapidement les journaux. Ci-dessous se trouvait une série d'autres documents, une procuration, un contrat d'achat d'un appartement sur Maple Street, un registre de compte d'épargne bancaire de la ville, le tout sous les noms de ses parents sans aucune mention de Michael. David essaya de rester calme. « Madame Rose, ces papiers. » « Oh, ils appartiennent au locataire précédent. Un vieux couple qui a déménagé il y a des années a laissé derrière lui une pile de dossiers. Je les utilise pour emballer des cartons. Puis j'en garder quelques-uns. Je pense qu'un membre de ma famille pourrait être connecté. » Rose fronça les sourcils, puis acquiesça. « Ne fouille pas dans tout. » Cette nuit-là, David est retourné au parking où se trouvait Raymond. À l'aide d'une petite lampe stylo, il examina à nouveau chaque document. Plus il lisait, plus il tremblait. Tous les biens depuis l'appartement dans lequel il vivait, la vieille voiture, jusqu'au compte d'épargne laissé par son père étaient la propriété conjointe d'Hélène. Il n'y avait aucun dossier de transfert vers Michael. Il y avait même une copie du contrat prénuptial. Hélène a conservé le contrôle total de tous les actifs avant le mariage. Michael n'avait aucun droit de réclamer quoi que ce soit en cas de divorce. « Pourquoi » murmura David. « Pourquoi maman ne m'a jamais dit ça? Elle l'a laissé me traiter de fardeau, d'ingrate, alors qu'elle tenait tout en main. Qu'est-ce que c'est » appela la voix de Raymond depuis le coin. David sursauta et rangea les papiers. « Rien. Je réfléchis juste. Si vous avez besoin d'aide, dites quelque chose. J'ai travaillé comme commis de bureau pendant 3 ans avant que les choses ne tournent mal, » a déclaré Raymond. « Ne le mets pas en bouteille. » David le regarda, hésitant. Puis il sortit quelques feuilles. « Je pense que ma mère et mon beau-père me cachent quelque chose d'énorme. » Raymond les prit et les lut attentivement. HM. Il s'agit d'un enregistrement de propriété légale. Et cet accord prénuptial indique clairement que Michael n'a aucun droit. Si c'est le cas. Raymond regarda directement David. On vous a menti. David serra les poings. Ils m'ont mis à la porte, en disant que je n'avais pas contribué, que je faisais du freeload, mais que tout ce qu'ils avaient venait de mon vrai père. Vous pourriez intenter une action en justice si vous avez suffisamment de preuves. Non, je ne veux pas intenter de poursuite. Du moins pas encore, a déclaré David, la voix tremblante d'un mélange de colère et de douleur. J'ai juste besoin qu'ils sachent que je ne suis pas stupide. Je rassemblerai tout. Un jour, la vérité éclatera. Raymond hocha la tête. Je vais t'aider. Pas par pitié, parce que je déteste les gens qui rendent leur gentillesse par de la cruauté. Dans les jours qui ont suivi, David a continué à travailler au restaurant Rosé, chaque fois qu'il le pouvait, il se rendait à la bibliothèque municipale pour utiliser les ordinateurs publics. Il a fait des recherches sur le droit de la propriété, les droits de succession et les litiges juridiques. Il s'est même fait aider par une bibliothécaire,
une jeune femme prénommée Camille, qui lui a montré comment fouiller les archives numériques. Tu écris une thèse de droit ou quelque chose comme ça, demanda Camille. Non, je veux juste savoir quels sont mes droits lorsque quelqu'un essaie de m'enlever ma dignité. Elle hocha la tête, sans en demander plus. Mais à partir de ce jour, chaque fois que David entra, elle lui réservait une place devant un ordinateur et une petite tasse de chocolat chaud. Petit à petit, David a tout rassemblé, copie des documents que sa mère détenait, coordonnées bancaires, relevés de propriété immobilière. Chaque imprimé était placé dans un dossier secret de son sac à dos, désormais plus précieux que la nourriture ou les couvertures. Un après-midi, alors que David nettoyait le comptoir du restaurant, Rose s'approcha avec une petite enveloppe. « Quelqu'un a laissé ça pour toi, dit-elle. Ils ont dit qu'ils s'appelaient Shaun. Je n'ai pas vu leur visage, mais ils ont dit qu'ils te connaissaient. » David ouvrit la lettre. À l'intérieur se trouvait une note écrite à la hâte. David, Michael commence à vendre ses actifs. Il brûle tout. Attention. La poitrine de David se serra. Shaun, un cousin éloigné du côté de son père, était le seul à l'avoir soutenu lors des funérailles des années auparavant. Il serra le billet dans sa main. Je ne le laisserai pas tout détruire. Pas encore. Un compte offshore a été ouvert dans une banque au Panama. Aucun vrai nom n'était joint, mais le garant indiqué était Sha Morgan. David est devenu raide. Sa cousine Camille hocha la tête. Peut-être avait-il été contraint de signer ou racheter. David inspira profondément et un goût métallique amer monta dans sa gorge, comme de la rouille. Il saigne ma mère à blanc et me reproche tout. Camille lui toucha doucement l'épaule. Voulez-vous les signaler? David secoua la tête. Pas encore. Je veux qu'ils tombent d'eux-mêmes. J'ai juste besoin de continuer à en collecter davantage. Dans les semaines suivantes, Michael est devenu incontrôlable. Les créanciers ont appelé sans arrêt. Les banques ont envoyé des lettres d'avertissement et son avocat a refusé de le représenter en raison d'honoraires impayés. Il a commencé à boire davantage, s'en prenant aux livreurs et aux voisins. Une fois au supermarché, sa carte de crédit a été refusée. La caissière, une femme nommée Laura, fronça les sourcils. « Monsieur Thompson, votre carte a été gelée. En avez-vous une autre ?» Le visage de Michael est devenu rouge alors qu'il fouillait dans son portefeuille. Hélène se tenait à côté de lui, paniquée. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?»« Tais-toi, grogna Michael, abandonnant le chariot et entraînant Hélène. Mais l'humiliation ne s'est pas arrêtée là. Un jour, la compagnie d'électricité a coupé le courant à cause de 3 mois de factures impayées. La maison était glaciale. Le frigo ne fonctionnait plus. Le radiateur est resté silencieux. Une semaine plus tard, la compagnie des eaux est venue retirer le compteur. Ils ont dû mendier de l'eau auprès d'un voisin. Marissa, la voisine du rez-de-chaussée, soupira. « Je t'avais dit que cette maison brûlait de l'argent. » Le petit David était le seul digne. Quelqu'un d'autre est intervenu. David, depuis qu'il est parti, cet endroit semble hanté. Hélène était assise dans la cuisine, tenant une vieille photo de 3, elle, Charles et David, 6 ans. Ses yeux se sont remplis de larmes. À ce moment-là, on frappa fort à la porte. Michael l'ouvrit et trouva 2 hommes en costume tenant des dossiers. « Nous sommes ici pour réévaluer la propriété comme le demande la banque. » Michael a crié, « Vous n'avez pas le droit d'entrer ici. » L'homme plus âgé, qui s'est présenté comme étant Albert, a répondu, « La Citibank a obtenu une décision du tribunal. Si le solde impayé n'est pas payé dans les 20 jours, cette maison sera saisie. » Michael s'effondra sur une chaise, riant comme un fou. Au même moment, au restaurant, Rose appelle David dans son bureau. « David, je sais que tu as travaillé dur, mais j'ai entendu des rumeurs. » « Quel genre de rumeurs ?» David se tendit. « On dit que tu as été renié par ta famille, que ta mère t'a rejeté, que tu es impliqué dans des avoirs louches. Est-ce vrai ?» David se tut. « Je ne le nierai pas, mais je n'ai jamais volé, je n'ai jamais menti. J'ai juste été laissé pour compte. » Rose le regarda dans les yeux, puis posa une main sur son épaule. « Je me fiche du passé. Je tiens à ce que tu tiennes parole. » David baissa la tête, les yeux rouges. « Je ne te décevrai pas. » Cette nuit-là, après avoir fini de faire la dernière vaisselle, David s'assit dans le débarras et ouvrit son dossier désormais plus épais. Il a organisé chaque page dans l'ordre, bien, héritage,
fraude d'identité, transferts illégaux. Tout s'effondre, et ils ne savent même pas encore pourquoi. Un coup violent retentit à midi. Hélène ouvrit la porte et trouva Michael en ruine, chemise froissée, cravate tordue et puant l'alcool. « Hélène, tu sais ce que ces salauds disent de moi » cria-t-il en trébuchant à l'intérieur. « Et maintenant » demanda nerveusement Hélène. « Il me traite de fraudeur. »« Moi » Michael Thompson. Il frappa la table avec sa main, renversant un vase. Hélène recula. « Qui a dit ça ?»« La banque. »« La banque. »« Les avocats. »« Ces salauds de l'avenue Wellington. »« Ils disent que la propriété ne m'appartient pas. »« C'est ta faute, Hélène. Tu n'as jamais transféré le titre, tu n'as jamais signé l'acte. » À présent abasourdie, Hélène a dit « Vous me blâmez ? C'est vous qui avez dépensé comme un fou. C'est vous qui avez vendu une propriété dans mon dos. » Michael ricana. « Et qui a laissé ce fils bâtard exister en premier lieu ? Toi. » Hélène pâlit. « Oui, sans David, les choses seraient différentes. C'est l'ombre persistante de ce Charles. Depuis qu'il est revenu, cette maison n'a pas connu la paix. Je l'ai toléré. Je l'ai supporté. Et tu l'as toujours regardé comme s'il était ton mari décédé. Fermez-la. Non, je ne me tais plus. Il est ingrat. Je l'ai nourri, je lui ai donné un toit, et quand j'ai eu besoin de lui, il est parti. Et maintenant, il nous sabote. Tu ne sais rien, a crié Hélène. David ne t'a jamais pris un centime. Il travaillait à temps partiel et cachait de l'argent sous son matelas juste pour t'acheter un cadeau de Noël. Et tu l'as mis dehors pendant la nuit la plus froide de l'année parce qu'il ne pouvait pas payer la facture d'électricité. À qui est la faute, la sienne, Hélène ? Une voix douce sortit de la porte. C'était Marissa, la voisine du rez-de-chaussée, qui tenait un sac de pain. J'ai tout entendu. Hélène, tu crois vraiment que c'est ton fils qui gâche les choses ? Hélène baissa la tête, les yeux remplis de larmes. Je ne sais plus. Tout s'effondre. Marissa entra et posa une main sur son épaule. J'ai vu David sortir furtivement votre linge pour le laver. Je l'ai vu ramener du pain à la maison et faire semblant que vous le lui aviez acheté. Votre fils ne s'est jamais plaint. Hélène éclata en sanglots. Michael se moqua. Alors maintenant, tout est de ma faute ? Très bien. Fais ce que tu veux. Si je me retrouve à la rue demain, ne viens pas me pleurer. Marissa lui saisit le bras. Tu dois te réveiller. Il te détruit. Sortez de chez moi. Michael rugit, poussant Marissa si fort qu'elle faillit tomber. Arrêtez ça. Cria Hélène, sa voix résonnant avec force pour la première fois. J'en ai marre de nettoyer après votre stupidité et votre cruauté. J'ai perdu mon mari. Je ne perdrai pas mon fils aussi. Michael la regarda. Qu'est-ce que vous avez dit ? Tu le défends toujours ? Oui, parce que je suis sa mère. Ces mots bouleversèrent l'air de la pièce. Michael attrapa son manteau en grondant. Tu vas le regretter, Hélène. Je montrerai à toute cette ville qui êtes vraiment vous et votre fils. Il a claqué la porte en partant. 2 jours plus tard, la rumeur se répand dans le quartier. David était toxicomane, avait volé de l'argent à sa mère et avait été expulsé parce qu'il était dangereux. La première personne à entendre fut Rose, la propriétaire du restaurant où travaillait David. Elle l'a appelé dans la cuisine après son service. « David, j'ai besoin que tu sois honnête. As-tu déjà consommé de la drogue ?» David se figea. « Où as-tu entendu ça ? Les gens parlent. Quelqu'un est venu ici, a prétendu être votre parent et m'a prévenu. » C'était Michael, marmonna David. « Avez-vous une preuve ? » demanda directement Rose. « Sinon, je devrais peut-être vous laisser partir. Je ne peux pas laisser des clients douter de notre intégrité. » David resta assis. Puis il fouilla dans son sac à dos et en sortit une pile de documents. « Ce sont les biens que mon père a laissés derrière lui. Voici la fausse procuration, les transferts offshore. Je collectionne ça depuis 2 mois. » Rose parcourut les pages. Elle ne dit rien, se contentant de les poser tranquillement sur la table. « Je ne comprends pas tout, mais je sais que vous ne mentez pas. S'il vous plaît, ne me virez pas. » Rose hocha la tête. « Je te garderai, mais fais attention.
Quand les méchants sont acculés, ils mordent celui qui est le plus proche. Tout comme Rose l'avait prévenu, le lendemain, David s'est vu refuser une chambre dans une pension. « Êtes-vous David Morgan ?» a demandé le propriétaire. « Oui, désolé. Cette chambre a été prise. Bonne chance. » Derrière le propriétaire, David a vu Michael sortir du couloir. Il sourit et fit un signe de tête moqueur. Le lendemain, 2 restaurants auxquels David avait postulé ont refusé. « Vous avez un casier judiciaire, n'est-ce pas ?» a demandé un responsable. « Non, jamais. Nous n'embauchons pas de personnes ayant des antécédents louches. S'il vous plaît, partez. » David s'éloigna dans la rue bondée, se sentant invisible. Personne ne l'a regardé. Personne ne voulait connaître la vérité. Il se rendit à la bibliothèque et trouva Camille. « J'ai besoin d'aide. » Elle le regarda, inquiète. « Ce qui s'est passé ? Ils détruisent ma réputation. Je veux riposter. » Camille hocha la tête. « Nous allons planifier quelque chose, mais nous devons être prudents. » « Non, dit David en serrant les poings. Ne vous cachez plus. Je vais les exposer à la lumière. » Il ouvrit le dossier et se tourna pour la première fois vers la dernière page, un rapport détaillé avec des preuves complètes et une ligne nommant le destinataire, tout, bureau de l'avocat Lewis Anderson, spécialiste en finance et droit de la famille. Camille sourit en voyant quelque chose dans ses yeux pour la première fois. Pas de douleur, mais de détermination. Le nom de David Morgan était devenu un avertissement effrayant parmi les propriétaires et les employeurs de New York. Au Dream Café, lorsqu'un membre du personnel a suggéré d'embaucher David pour faire la vaisselle, la propriétaire, Lisa Roberts, a froncé les sourcils. David, n'est-il pas celui que sa mère a renié pour consommation de drogue? Monsieur Michael est venu ici récemment et nous a prévenu qu'il avait agressé quelqu'un. Mais j'ai entendu dire que David n'était pas comme ça, murmure le jeune employé. Lisa a répliqué, dans cette industrie, les rumeurs comptent plus que les CV. Si vous ne voulez pas d'inspection surprise, éloignez-vous des gens comme lui. Ces mots se sont répandus comme des racines venimeuses dans toute la ville. Personne n'avait de preuves, mais tout le monde biffait discrètement le nom de David dès son apparition. Dans un dortoir pour travailleurs à faible revenu, David se tenait à la réception et remettait les documents d'identité temporaire que Camille l'avait aidé à obtenir. « J'ai envoyé mon dossier par email, » dit doucement David. « Je peux payer 1 mois à l'avance. » L'homme derrière le comptoir, Monsieur Matthew, a jeté un coup d'œil sur les documents, puis a secoué la tête. « Désolé, nous n'avons plus de chambre. » Mais le panneau à la porte indiquait toujours qu'il y avait des places libres. Matthew le regarda pendant quelques secondes, puis lui rendit le dossier. « Vous êtes David Morgan, n'est-ce pas ?» David hocha la tête, son cœur commençant à se serrer. « Nous n'acceptons pas les personnes ayant des antécédents d'instabilité mentale. C'est la décision de la direction. » Histoire ? David était abasourdi. « Je n'ai jamais. » Matthew parlait doucement, gentiment, mais fermement. « Quelqu'un de l'hôpital psychiatrique de Saint-Marie nous a contactés. Leur dossier indique que vous avez été traité pour des crises de panique et que vous avez eu un comportement agressif envers votre mère biologique. » David se figea. Il a immédiatement su que Michael, ou quelqu'un qui l'avait embauché, s'était fait passer pour lui et avait diffusé de fausses informations. « Puis-je parler au directeur ?» a demandé David. « Personne ne vous verra. S'il vous plaît, partez. » Il se retourna et sortit du bâtiment, pas à pas, sentant les escaliers des gens autour de lui transpercer le dos comme de petites aiguilles pointues. David a commencé à avoir du mal à respirer. Pas à cause du froid, mais à cause de l'étranglement invisible de la société qui l'entoure. Les gens qui étaient gentils l'évitaient désormais. Rose le gardait toujours, mais plus d'une fois, les clients chuchotaient dans son dos. « N'est-ce pas David Morgan ? J'ai entendu dire que sa mère l'avait mis dehors en plein hiver. Ils disent qu'il a un jour brandi un couteau sur sa famille. » Un jour, alors qu'elle servait un grand groupe de clients, une femme d'une 40aine d'années l'a regardé fixement, puis a dit à haute voix, « Je connais celui-là. Il a été arrêté pour agression. » Dégoûtant. Trouvez-nous un autre serveur. David resta immobile, le plateau toujours à la main. Il regarda Rose, attendant un mot de défense. Mais Rose resta silencieuse. Cette nuit-là, elle l'a appelé dans la salle de stockage. « Je suis désolé, mais à partir de maintenant, tu resteras dans la cuisine. »
plus de devant la maison. David baissa la tête. Je comprends. Un soir, alors qu'il retournait au parking, David trouva un morceau de papier caché dans son sac à dos. Sortez de New York si vous avez le moindre respect pour vous-même. Meurs déjà. Pas de nom, pas de signature. Mais l'empreinte de bottes sur le papier, l'odeur des cigarettes bon marché et l'écriture en désordre faisaient comprendre à David, la bande d'Ethan, ceux qui l'avaient battu la veille de Noël, étaient de retour. Il regarda autour de lui. L'obscurité enveloppait l'endroit. Raymond n'était pas là. Le vent hurlait à travers la toiture en métal rouillé. Le cœur de David battait à tout rompre, mais cette fois il n'avait pas peur. Il a brûlé le billet et a jeté les cendres dans les égouts. Ses yeux étaient plus froids et plus durs que l'hiver. Un jour, David lisait des dossiers à la bibliothèque quand Camille arriva en courant, le visage pâle. « Il s'est passé quelque chose, dit-elle. » Un site d'information locale venait de publier un article, David Morgan, de fils renié à menace potentielle pour la communauté. David a pris son téléphone, les yeux fixés sur l'article, une photo de lui prise secrètement derrière la cuisine du restaurant, associée à des citations déformées de proches anonymes, l'accusant de vol, de rébellion et d'instabilité psychologique. Les mains de Camille tremblaient. Je pense que Michael a payé des tabloïds. Mais si cela se propage, je perdrai toute chance qu'il me reste, a déclaré David comme s'il y était habitué. C'est bon. Laisse-les parler. David, tu ne peux pas traverser ça seul pour toujours. Il leva les yeux vers Camille, la voix ferme. Je ne suis plus ce garçon du réveillon de Noël. Les jours suivants, David vécut comme un véritable fantôme. Il évitait les foules, évitait le contact visuel. Mais chaque fois qu'il marchait sur le trottoir, des chuchotements le suivaient. Il travaillait tranquillement dans la cuisine, sans rien dire. Lorsque les clients se plaignaient que la nourriture était froide, Rose murmura « Je ne peux pas vous garder ici s'il y a d'autres plaintes. » David hocha la tête. « Je sais. » Ce soir-là, il a quitté le restaurant avec un sac de restes. Il s'assit sur les marches devant la bibliothèque fermée, mangeant lentement. Un groupe d'adolescents passa devant nous en riant. Le voilà, David Morgan, en train d'écrire ses mémoires. Je parie qu'il retournera bientôt au service psychiatrique. Il n'a pas répondu. Je ne me suis pas fâché. Il est juste resté silencieux. Une petite fille tira sur la manche de sa mère. « Maman, pourquoi cet homme a-t-il l'air si triste ?» La mère a rapproché son enfant en lui murmurant « Ne t'approche pas de lui. » Ce n'est pas sûr. David les regarda partir. Il se murmura « Même si je suis tout seul, je ne tomberai pas. » Il saisit son sac à dos, avec toute sa vie dedans, et se leva. Sous les faibles réverbères jaunes, ses pas étaient réguliers, comme s'il se dirigeait vers un abîme ou peut-être vers une lumière que lui seul pouvait voir. La semaine suivante s'est déroulée dans le froid intense de la fin de l'hiver new-yorkais, du genre à geler même le souffle des gens en plein air. David a commencé à ressentir le froid non seulement sur sa peau mais au plus profond de son âme, dans chaque rêve brisé et chaque nuit agitée. Par un après-midi gris, il retourne dans un vieux café, dans l'espoir de trouver un nouvel emploi. Avant d'entrer, il inspira profondément, rajusta l'épaule effilochée de son manteau et s'avança vers le comptoir. « Bonjour, monsieur. Je suis ici pour postuler à un emploi, a-t-il déclaré. J'ai de l'expérience dans le lavage des verres, le nettoyage et la préparation de la cuisine. » L'homme derrière le comptoir n'a même pas levé les yeux. « Non. » David Morgan. L'homme se figea, ses yeux se plissant de suspicion. « Vous êtes le fauteur de troubles du restaurant de Broadway, n'est-ce pas? » « Non, je n'ai jamais causé de problème, » protesta David. « Qui essayez-vous de tromper? Quelqu'un est déjà passé et nous a prévenus. Ils nous ont montré des articles de presse et des photos. »« Ils sont faux, » répondit David. « C'est mon beau-père qui les a inventés. Maintenant, je ne veux pas d'ennui. » David resta là un moment, puis hocha la tête. « Je comprends. » Sur le chemin du retour, le vent lui a frappé le visage. Il est passé devant un arrêt de bus où un groupe d'écoliers riait. Une petite fille l'a regardé et a murmuré à sa mère, « Maman, il ressemble à ce méchant homme d'Internet. » La mère a attiré son enfant, regardant David comme s'il était un kidnappeur. Il se détourna, agrippant fermement les bretelles de son sac à dos. Lorsqu'il arriva au garage souterrain familier, il vit l'entrée fermée par un panneau d'avertissement rouge collé dessus, « Zone réglementée, danger,
ordre d'expulsion de la ville. Raymond appela doucement David, mais il n'y eut pas de réponse. Il se tenait devant la porte métallique, essayant de regarder à travers l'espace sombre. Un agent de sécurité est apparu au coin de la rue. « Que faites-vous ici » a demandé le garde. « Je vis ici. » Avant, répondit David. « Pas d'accès non autorisé. » « Perdez-vous. »« S'il vous plaît, j'ai juste besoin de récupérer mes affaires. » Un vieil ami à moi vit à l'intérieur. Plus personne n'habite là-bas. Une équipe est venue hier et l'a vidé. Le vieil homme a été emmené. Je ne sais pas où. C'est la propriété de la ville maintenant. David resta figé. Je n'ai nulle part où dormir. Ce n'est pas mon problème, dit froidement le garde avant de s'éloigner. David s'assit sur les marches de l'autre côté de la rue, la tête posée sur ses genoux. Le foulard violet avait disparu depuis longtemps. Ses chaussures, aux talons déchirés, étaient trempées. Il ne pleurait plus. Il ne restait plus de larmes. Le lendemain, Camille est venue au restaurant et a demandé David dehors. Ses yeux étaient pleins d'inquiétude. « Je viens juste d'avoir un message », a-t-elle déclaré. Michael a envoyé une lettre au bureau de l'avocat Lewis Anderson, celui que nous allions contacter. Qu'a-t-il envoyé? Une lettre accusant David Morgan de fraude, de falsification de dossiers, d'inventer des histoires pour extorquer sa mère et son beau-père. Elle comprenait une déclaration signée par Hélène. « C'est impossible », sursauta David. « Ma mère ne le ferait jamais. » Camille posa une main sur son épaule. « La signature est réelle. Je l'ai vérifiée, mais elle a peut-être subi des pressions pour la signer. » David recula. « Alors, ma mère a choisi de se ranger de son côté. » Camille ne dit rien. Il ne se contente pas de me ruiner. Maintenant, il veut qu'elle me maudisse avec sa propre signature. « Qu'est-ce que tu vas faire » demanda Camille. David regarda au loin. Rien. Il est temps qu'il se détruise. Ce soir-là, David retourna à Central Park, l'endroit où il se cachait autrefois de la neige de Noël. Le grand sapin de Noël avait disparu, remplacé par un champ de gravier froid. Il s'assit sur le banc de pierre familier, les yeux vides. Une voix vint de derrière. « David. » Il s'est retourné. C'était Madame Marissa. Son vieux visage, ridé, paraissait encore plus pâle dans le froid. « J'ai entendu dire que Michael t'accusait. Est-ce que ça va? Je pense que je n'ai plus rien à perdre. » Ce n'est pas vrai. Madame Marissa s'assit à côté de lui et sortit un petit cahier de son sac. C'est le journal d'Hélène. Je l'ai trouvé par hasard. Elle l'a laissé chez moi lors de sa dernière visite. David l'ouvrit. Chaque page était l'écriture soignée de sa mère. Un passage lui a fait mal au cœur, je ne mérite pas d'être mère. David n'a jamais rien fait de mal. Mais j'ai laissé Michael contrôler tout, même mon cœur. J'avais peur. Peur d'être à nouveau abandonné. Et donc, j'ai abandonné mon propre fils. David serra le cahier contre sa poitrine. Elle n'a jamais cessé de t'aimer, dit Marissa. Elle était tout simplement trop faible. David secoua la tête. Je ne l'attends plus. Tout ce que j'ai, c'est moi-même. Marissa sourit. Alors levez-vous. Vous avez trop survécu pour mourir en silence. Le lendemain matin, David a frappé à la porte du cabinet d'avocat de Lewis Anderson. Une jeune secrétaire est sortie. Puis-je vous aider? Je m'appelle David Morgan. J'aimerais planifier une réunion avec Monsieur Anderson. S'il vous plaît, attendez un moment. 10 minutes plus tard, un homme d'âge moyen aux cheveux grisonnants et au costume soigné en sortit. Je m'appelle Lewis. Es-tu celui que Michael Thompson accuse? Oui, mais j'apporte la vérité. David ouvrit son sac à dos et posa une pile de documents sur la table, papiers, reçus, relevés de transactions. Camille se tenait silencieusement derrière lui, lui offrant un soutien discret. Lewis les lut, les yeux aiguisés. C'est une preuve solide. Que veux-tu? Pas d'argent, pas de vengeance. Je veux juste qu'ils arrêtent de me détruire. Lewis hocha la tête. Je vais déposer une requête auprès du tribunal préliminaire et je parlerai moi-même à Michael. David se leva et s'inclina légèrement. Merci, monsieur. Lewis le regarda, ses yeux s'adoucirent. Tu n'as pas besoin de me remercier.
Tu as juste besoin de continuer à vivre. Vraiment vivre. Cette nuit-là, David est retourné à un endroit familier cette fois, l'avant-toit devant une ancienne bibliothèque fermée pour rénovation. Il sortit un petit morceau de papier de sa poche et griffonna. Je ne suis pas l'enfant abandonné par sa mère. Je suis David Morgan, celui qui tiendra bon même si le monde m'oublie. Il plia le papier et le rangea dans le dernier compartiment caché de son sac à dos, celui qui contenait autrefois l'écharpe violette. Sous la faible lumière de la rue, David était assis là, les yeux brillants non pas d'espoir mais de détermination. La lumière du début du printemps filtrait faiblement à travers les tuiles du toit de l'ancienne bibliothèque. David y avait passé la nuit, endormi dans le vent froid. Mais le lendemain matin, il se réveilla avec une force inhabituelle, non pas une endurance tranquille, mais une détermination farouche. Camille est arrivée avec une tasse de lait chaud et un petit sac de pain. Tu as dormi ici. Il n'y a nulle part ailleurs. David répondit doucement. Camille s'assit à côté de lui et lui tendit une enveloppe. Bonne nouvelle. David l'ouvrit. Une feuille portant le sceau des États-Unis avec un titre en gras, confirmation complète de la bourse, Université de New York. Il lut chaque ligne avec les mains tremblantes. Monsieur Lewis Anderson a écrit une lettre de recommandation pour vous. Et ils vous ont accordé une bourse spéciale pour les étudiants ayant des résultats exceptionnels en matière d'auto-apprentissage et issus de milieux défavorisés. Mais je n'ai pas obtenu mon diplôme d'études secondaires. Il y a une nouvelle disposition. Vous pouvez être pris en considération avec une lettre de recommandation solidée en réussissant un examen de placement. Il vous suffit de réussir le test la semaine prochaine. J'ai imprimé tous les documents dont vous aurez besoin. David était vaincu. Pourquoi m'aides-tu autant? Camille sourit. Parce que tu n'as pas abandonné. Et parce que tu m'as rappelé que les bonnes personnes ne gagnent pas toujours, mais que si elles persévèrent, elles feront gagner la bonté. À partir de ce jour, David passa tout son temps à la bibliothèque. Il étudiait furieusement les mathématiques, la grammaire, l'histoire, la littérature et l'anglais. Tout ce qu'il pensait avoir été volé à son enfance, il l'a repris morceau par morceau. Un jour, alors qu'elle était plongée dans ses livres, Camille est venue. Quelqu'un veut te rencontrer. David leva les yeux. Un homme d'âge moyen aux cheveux grisonnants et en costume gris entra. Bonjour David. Je m'appelle Ernest Bennett, professeur à la faculté de droit de l'Université Forum. Tu es venu ici pour moi. Ernest sourit. Lewis Anderson m'a beaucoup parlé de vous. Un garçon de 17 ans, sans abri, autodidacte en droit, rassemblant des preuves et se défendant sans avocat. C'est rare. Je voulais voir par moi-même qui vous êtes. David se leva, la voix ferme. Je ne suis pas le meilleur. Mais je n'arrêterai jamais d'apprendre car si la connaissance est un pouvoir, alors j'en ai besoin pour survivre. Ernest hocha la tête. Nous n'avons pas besoin d'un génie. Nous avons besoin de quelqu'un qui sait pourquoi il apprend. Le test de classement s'est déroulé dans une salle de test auxiliaire. David siégeait parmi d'autres candidats, tous plus âgés que lui. Il saisit son stylo et prit une profonde inspiration. Lorsque le surveillant donna le signal, il se mit à écrire comme si chaque mot était une arme. 4 heures plus tard, David a quitté la pièce. Le soleil brillait plus fort que d'habitude. Ou peut-être avait-il commencé à voir le monde avec un nouveau regard. 3 jours plus tard, Ernest m'a appelé personnellement. Félicitations, David. Vous n'avez pas seulement satisfait aux exigences, vous avez obtenu la note la plus élevée à la dissertation juridique. David s'est effondré sur un banc, les mains tremblantes. Une larme tomba, mais cette fois pas de douleur. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait digne de la lumière qui l'attendait. Camille a offert un nouveau sac à dos à David. Pas plus que celui déchiré. C'est ce que tu portes à l'école et dans ton avenir. David le serra dans ses bras, hésitant. Veux-tu rester à la bibliothèque? Non. J'ai été embauché au tribunal du comté de New York. Mais ne vous inquiétez pas, nous nous reverrons souvent. Ils se touchèrent la main, une promesse sans parole. David est entré à l'université en tant que personne complètement nouvelle. Un costume acheté par Rose, un vieil ordinateur portable offert par Camille, et dans la poche de son manteau, il gardait toujours le papier qui disait « Je suis David Morgan, celui qui se tiendra debout ». En classe, il y avait d'abord des regards sceptiques. Mais lorsque David répondit sèchement à la question du professeur,
ses regards se transformèrent en respect. Un camarade étudiant se pencha. Dans quelle école étais-tu avant cette école de la vie? David sourit. En dehors des cours, David travaillait à temps partiel dans un petit café près du campus. Cette fois, personne ne l'a repoussé. La propriétaire, Valérie, une femme âgée aux cheveux argentés, l'appelait toujours fils. Vous étudiez le droit. Moi aussi, je rêvais de devenir avocat, mais j'ai dû arrêter pour élever mes 9 frères et sœurs. Tu es la première personne à m'appeler fils sans mépris, a déclaré David. Valérie a ri. Parce que tu le mérites. La nuit, David étudiait, travaillait et économisait chaque centime. Il ne dépensait qu'en livres et en produits essentiels. Dans sa petite chambre de location délabrée, il a collé au mur la seule photo restante de lui enfant avec sa mère et son père biologique. Maman, je vais recommencer. Pas pour que tu m'acceptes, mais pour que je puisse me considérer comme digne. Un matin, alors qu'il lavait des verres au café, une voix appela depuis la porte. David. Il se tourna. C'était Shaun, son cousin, celui qui lui avait envoyé une lettre d'avertissement. Shaun, j'ai entendu dire que tu étais entré à l'université. Félicitations. David le regarda avec prudence. Shaun soupira. Je suis désolé. À l'époque, Michael avait menacé de poursuivre toute la famille en justice si je ne signais pas le faux rapport. David resta silencieux. Je veux arranger les choses. Si vous avez besoin d'un témoin, je témoignerai. David le regarda dans les yeux. Pas besoin. Ils s'effondreront tout seuls. Je veux juste vivre en paix. Shaun baissa la tête. Tu es comme Charles. Honnête mais jamais cruel. Le premier mois s'est écoulé. David a obtenu le score le plus élevé lors de son introduction au cours de droit. Le professeur Ernest l'a nommé assistant d'enseignement pour un groupe d'étudiants de première année, et l'école a commencé à le considérer comme un cas remarquable. Un après-midi, Ernest l'a appelé à son bureau. David, j'ai une proposition. Oui. Nous prévoyons d'élargir le programme d'accès à l'éducation des jeunes sans-abri. Je veux que vous en soyez le visage. David était abasourdi. Moi. Tant mieux. Vous en êtes la preuve vivante. Aucun chemin n'est trop étroit si le cœur est suffisamment large. David dit doucement, si cela aide les autres comme je l'étais, alors je suis d'accord. Cette nuit-là, David a traversé Central Park, où il s'était autrefois blotti dans la neige. Maintenant, sur ce même banc, un garçon tenait un sac en plastique dans ses bras. David s'approcha et s'assit à côté de lui. Avez-vous faim? Le garçon hocha la tête. David lui tendit le reste du pain et du lait. Qui es-tu? Demanda le garçon. Quelqu'un qui était assis exactement là où tu es. Les yeux du garçon s'écarquillèrent. Et qui es-tu maintenant? David leva les yeux vers le ciel et sourit. Quelqu'un qui reconstruit sa vie, une brique à la fois. 3 ans plus tard, le nom de David Morgan n'était plus lié à de vicieuses rumeurs. Il apparaît régulièrement dans des articles sur les étudiants exceptionnels de New York. David est sorti de sa cérémonie de remise des diplômes à la faculté de droit, un diplôme avec mention dans une main et une récompense spéciale pour sa contribution aux étudiants défavorisés dans l'autre. Ernest, le professeur qui l'avait encadré, lui serra fermement l'épaule. Tu es officiellement avocat maintenant, et plus que ça, un symbole. David sourit et lui serra la main. Dans la foule, Camille a pleuré. Elle s'avança et serra David fort dans ses bras. Tu l'as fait après tout. David murmura, grâce à vous et même grâce à ceux qui m'ont tourné le dos. Sans eux, je n'aurais pas su à quel point j'étais fort. Il se tourna vers Valérie, la propriétaire du café, qui avait depuis cédé la boutique à sa fille pour qu'elle prenne sa retraite. Je l'ai fait. Valérie sourit. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te donne naissance pour que ce soit le leur. Tu es la famille que j'ai choisie avec mon cœur. Un mois plus tard, David a signé les papiers de propriété de la vieille maison de Maple Street, l'endroit dont il avait été expulsé à Noël à 17 ans. Le courtier a demandé, vous êtes sûr? Cette maison a un passé financier compliqué. David hocha la tête. Exactement pourquoi. J'en ferai un lieu de guérison. Plus de mauvais souvenirs, seulement de l'espoir. Il n'a pas acheté la maison pour se venger. Il l'a achetée pour créer un centre de soutien pour les adolescents sans abri, le nommant New Light.
Camille devient co-réalisatrice. Ernest s'occupait des affaires juridiques. Valérie a parrainé le premier repas. Et les premiers enfants que David a accueillis étaient exactement comme ils l'avaient été autrefois, des enfants de la rue, à qui on avait désormais une chance. Un après-midi, alors que David guidait un groupe d'adolescents sur la façon de rédiger des candidatures à un emploi, la sonnette a retenti. Il l'ouvrit et trouva une femme d'âge moyen, le visage décharné, les cheveux ébouriffés, tenant un sac en tissu usé. C'était Hélène. Maman. Elle leva les yeux remplis de larmes. Fils. Ils restèrent là en silence pendant un moment, sans savoir par où commencer. Hélène tremblait. Je n'attends pas ton pardon. Je voulais juste te voir une fois pour voir que tu vas bien. David resta silencieux. Une légère brise passa, emportant de vieux souvenirs. La nuit enneigée, le coffret cadeau rouge, son regard froid et la porte qui claque. Je sais que tout était de ma faute, dit Hélène en s'étouffant. Je l'ai laissé me tromper. J'ai signé cette déclaration vous accusant parce que j'y étais forcé. J'étais un lâche. David demanda doucement, où vis-tu maintenant? Plus nulle part. Michael m'a quitté. Après avoir fait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent, il s'est enfui au Portugal. Il est désormais recherché par la police. L'argent a disparu. J'ai tout perdu. Tout. Hélène hocha la tête. Mais c'est juste. Si cela n'était pas arrivé, je ne me serais pas réveillé. David la regarda longuement. Puis il s'est tourné vers un membre du personnel et lui a dit, offrez-lui un repas chaud. Un lit et une chance. Hélène s'effondre, serrant son fils dans ses bras. Je suis désolé, David. David parla doucement. Tu m'as quitté par une nuit glaciale. Aujourd'hui, je choisis de t'accueillir avec compassion. Non pas parce que tu es ma mère, mais parce que je veux mettre fin à tout ici et maintenant. Des nouvelles du centre New Light se sont répandues. Des dizaines d'organisations bénévoles sont venues aider. Les équipes de télévision ont interviewé David, le qualifiant de jeune homme qui a transformé les ténèbres en espoir. Un jour, alors qu'il donnait des conseils juridiques gratuits à un garçon victime de violence, David a reçu un appel de la police. Bonjour, avocat Morgan. Nous venons d'appréhender Michael Thompson à Lisbonne. Nous avons besoin de votre aide en tant que témoin pour l'extradition. David regarda l'écran. Un léger sourire apparut. Merci, mais je n'ai pas besoin de le revoir. J'ai déjà clos ce chapitre de ma vie. Êtes-vous sûr? Les médias exigent des interviews. Cela n'a plus d'importance. Le monde voudra peut-être enregistrer mon histoire, mais j'ai seulement besoin de voir les enfants d'ici manger, dormir au chaud et croire que demain vaut la peine d'être vécu. Cette veille de Noël, David se tenait dans la cour du centre, où un sapin de Noël brillait de lumière. Les enfants couraient partout en tenant des bonbons et en chantant des chansons innocentes. Un petit garçon nommé James tira sur la manche de David. « David, pourquoi nous aides-tu » David s'agenouilla pour croiser son regard, regardant dans les yeux écarquillés de James. « Parce que j'étais toi. Parce qu'une fois, j'étais assis seul dans la neige, et personne ne m'a demandé si j'avais faim, et parce que j'ai survécu. Je dois aider les autres à continuer. » James le serra fort dans ses bras. « Tu es le vrai Père Noël. » David a ri. « Non, je suis juste quelqu'un avec un cœur qui refuse de se figer. » Camille a sorti une nouvelle pancarte comportant une grande citation en lettres blanches sur fond bleu. « La famille n'est pas le lieu où l'on est. C'est ce que l'on construit avec bienveillance. » Valérie a pleuré. « Tu es l'enfant dont toutes les mères rêvent. Même si je ne t'ai pas donné naissance, je suis fier de faire partie de ta vie. » Hélène se tenait au fond de la cour, trop effrayée pour entrer dans le cercle. Mais David l'avait vue et il hocha doucement la tête. Elle s'avança, tenant un petit coffret cadeau. Je ne savais pas quoi offrir, mais j'ai refait la vieille écharpe. Violet lavande. Je me souviens que tu me l'as donnée, mais je ne l'ai jamais portée. David a ouvert la boîte. L'écharpe était lisse, chaque point soigneusement réalisé. Il l'enroula autour de son cou et sourit. Tout le monde peut recommencer, maman, s'il ose affronter le passé et choisit d'être gentil à partir de maintenant. Hélène hocha la tête, les yeux brillants. Tu es la meilleure personne que j'ai jamais connue et celle que j'ai perdue. Lorsque l'horloge sonna minuit, la neige commença à tomber doucement. Pas froid,
mais comme des morceaux de papier chaud flottant vers le bas. David se tenait dans la cour centrale, entouré d'enfants tenant des bougies et chantant en chœur. Nuit silencieuse, nuit sainte. Un projecteur éclairait le coin du centre où se trouvait une petite plaque de bronze. New Light Center, où chaque enfant a le droit d'espérer. Sur le mur se trouvait une image de David tenant la main d'un enfant, tous deux regardant vers l'horizon. Camille murmura, « Tu es devenu une lumière pour tant de personnes. » David a répondu simplement, « Je ne suis qu'une petite lumière. » Mais dans l'obscurité, une seule suffit pour guider le chemin. L'histoire de David nous enseigne que la résilience et la compassion peuvent transformer la douleur en force. Même après la trahison, le rejet et la diffamation, il a choisi non pas la haine, mais la connaissance et la gentillesse pour reconstruire sa vie. Lorsque le monde lui tournait le dos, David continuait d'avancer, et c'est ce qui l'a rendu victorieux. La leçon est la suivante, le passé peut nous briser, mais la façon dont nous nous élevons définit qui nous sommes. Le pardon n'est pas toujours dû au fait que les autres le méritent, mais plutôt au fait que nous avons besoin de paix. Si vous avez apprécié cette histoire, nous vous invitons à la liker et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à continuer à raconter des histoires réconfortantes presque chaque jour. Nous sommes très reconnaissants de votre soutien. À bientôt.